Oui, Jean-Pierre Klein. Je suis directeur d'une école d'art-thérapie et de médiation artistique et je représente un peu toute cette possibilité aussi, pas seulement d'en parler, parce que des fois c'est impossible d'en parler. Et Cyrulnik dit que il faut pas se précipiter dans le débriefing, hein, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne doit pas. C'est comment est-ce qu'on peut se récupérer de façon indirecte par la création. Et là, il y a de nombreux artistes qui peuvent en témoigner. Comment est-ce qu'il est possible, sans qu'on demande d'illustrer le traumatisme dont on a été l'objet, être auteur d'une création artistique qui forcément va contenir de façon même non délibérée quelque chose qui est comment, à partir du traumatisme, on se reconstruit à travers quelque chose, la création qui fait processus de transformation et qui peut en plus être reconnue et transmise. Voilà ce que je peux dire autour de l'art-thérapie et de la médiation artistique. Oui, je vous remercie pour votre remarque. Moi, j'y suis très attaché. Dans mon service, on a de nombreux groupes à médiation ou même autres. On a un groupe couture aussi, par exemple, où on fabrique des robes. Voilà. Bon. La question qui nous est posée de plus en plus, c'est celle de l'évaluation. Comment on peut montrer que ces techniques, alors c'est une question que les psychanalystes connaissent bien, voilà. Comment on peut montrer que ça sert à quelque chose et que donc ça doit être financé? Alors, je pense qu'on peut, avec des méthodologies différentes de celles qu'on utilise pour faire des essais randomisés de thérapie. Mais voilà, il commence à y avoir des travaux là-dessus qui paraissent assez peu. Je sais que c'était un souhait de Françoise Rudetsky, justement, qu'on évalue ces questions-là. Et c'est un thème de travail pour l'année qui vient au CM2R, de se pencher sur ces questions-là. Il va falloir qu'on produise des données. On ne pourra pas continuer à dire c'est bien parce que moi je le fais, ça marche, et les 10 personnes que j'ai vues cette année m'ont dit qu'elles étaient contentes. Il faut qu'on arrive à montrer à quoi ça sert, et ça ne soigne pas certainement les PTSD. Par contre, ça permet d'accéder à des thérapies, ça permet d'améliorer la qualité de vie, ça permet de diminuer l'angoisse, enfin plein de choses, ça permet de se resocialiser, ce qui est essentiel. Je vais juste dire un petit mot parce que je voudrais remercier ma collègue à gauche, qui est la référente des CUMP, pour raconter l'expérience niçoise du débriefing, puisque, bon, elle l'a pas dit, mais le débriefing a été remis en question à de nombreuses reprises par des collègues, effectivement. Moi-même, j'étais pas particulièrement favorable. Et puis, dans l'hôpital où j'étais, en face de la promenade, l'hôpital Lanval, nous avons, pendant 2 journées pleines, avec un collègue CUMP, le docteur Fossard, et une collègue psychologue, Martine Irakan, qui est spécialiste de MDR, pas aujourd'hui, mais nous avons sans arrêt débriefé les équipes de l'hôpital, les équipes qui étaient sur les terrains de guerre, qui ont été sur les terrains de guerre avec les enfants. Et si nous n'avions pas fait ça, et ça j'en suis maintenant intimement convaincue, si nous n'avions pas fait ce travail qui était nouveau pour moi, je découvrais une pratique, l'hôpital se serait effondré. Nous n'aurions pas pu continuer à travailler face à une catastrophe aussi importante. Donc, je dois dire que c'est vraiment un travail majeur. Je voulais juste raconter cette histoire, cette expérience que nous avons vécue. Et puis juste rajouter que c'est un peu, on nous méconnaît parce que les CUMP ne débriefent pas sur le terrain. Hein. Le débriefing, c'est comme le dit Florence, c'est pour les équipes. C'est vraiment, il faut vraiment comprendre comme une aide à mettre en place une organisation de la catastrophe des secours de façon à ce que ça ne renvoie pas aux victimes une image de chaos.
sens de pensée, de façon, c'est simple, hein, c'est des conseils, c'est de la guidance psychologique. Quand des médecins des secours viennent dire, je reçois la famille d'un endeuillé, comment je lui parle? Qu'est-ce que je lui dis? Un responsable des pompiers qui vient vous dire, qu'est-ce que je dois dire à mes hommes? Ils sont éprouvés. Eh bien, on a tout ce rôle de redonner de la maîtrise à des intervenants qui l'ont habituellement, mais qui là l'ont perdu. Et c'est un travail qu'on appelle de gestion de crise qui n'a rien à voir avec le débriefing, hein, et ça rejoint tout à fait ce qui est dit, d'essayer de mettre les appartenances et refaire fonctionner l'aspect communautaire qui parfois est mis à mal. Pas toujours, hein. Je sais que par exemple, ou alors partiellement. Dans par exemple, Chamonix, hein, c'est mon département de naissance. Je sais que les gens sont très soudés et qu'il y avait d'emblée de l'entraide. Mais parfois, c'est ne pas savoir comment s'y prendre, ne pas savoir recevoir autant de familles, avoir besoin d'aide. Et ça, c'est vraiment un travail que nous faisons qui est mal connu et qui mérite d'être, évoqué, quoi. Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, 2 questions. La première, c'est depuis 2015, une question qui me poursuit. C'est comment penser l'articulation entre ce qui est très très bien organisé en France, les CUP, les services des urgences, etc., qui ont fonctionné à plein en 2015, et la suite. Je me rappelle qu'à l'Hôtel-Dieu, on donnait aux personnes qui venaient parler une liste de 3 pages de centres de psychotrauma, de victimologie, etc. Je pense que ça pose une vraie question et les victimes, il me semble, l'ont compris, ont demandé qu'on soit plus pensé l'articulation entre les premiers temps et la suite. On sait tous que un trauma peut avoir une résurgence 10, 20, 30, 40 ans. Première question, pour tous les deux. Deuxième question, un peu plus pour Thierry Bobet. Il y a des invisibles traumatisés dont on n'a peut-être pas encore parlé aujourd'hui. C'est tous les migrants qu'on rencontre et qui ont un parcours de traumatisme extrême. Et il n'y a pas beaucoup d'espaces publics dans lesquels on entend parler de ça. Merci Geneviève. Je vais répondre à la deuxième question, du coup, et je laisserai peut-être Nathalie pour la première. Oui, effectivement. Et dans les logiques aussi administratives, c'est un public différent des autres victimes. C'est-à-dire que, par exemple, on s'occupe beaucoup de femmes migrantes, notamment à l'hôpital Avicenne. Alors, il y a une étude récemment qui est parue dans le Lancet qui a montré que les femmes migrantes avec ces migrations d'exil en France, il y en a à peu près 80% qui ont été violées à un moment ou à un autre de leur parcours, avant, pendant ou après, en France. Quand on dit qu'on s'occupe de ces femmes-là, on nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites pour les femmes victimes de violences ?» Parce que dans les représentations, c'est un public complètement différent. Donc, je pense on se représente ces migrants comme une catégorie à part, qui serait sortie des catégories habituelles de la violence et du trauma, sauf que non, elles sont en plein dedans avec des violences en plus administratives et politiques du fait de nos lois. Je ne dis pas que le pouvoir politique est volontairement violent vis-à-vis de ces femmes, mais les conditions administratives et politiques aggravent les pathologies. Et on n'en parle pas, effectivement. Tout à fait d'accord. Rapidement, hein, vous avez raison, je peux que vous suivre là-dedans sur la galère des parcours de soins, même s'il y a des centres régionaux du psychotraumatisme, comme a dit très bien Thierry, ils sont sous-dotés dans certaines régions et c'est souvent, on pêche souvent d'une file active trop grande, de difficultés à orienter et ça doit être absolument amélioré. Je vous suis complètement. Et puis la liste de 10 noms qu'on donne à quelqu'un, c'est pas une orientation selon moi. Hein. On oriente de personne à personne. Hein. Oui, vite. Avec quand même un danger qui est que on commence à avoir des structures de soins psy, des CMP, qui nous disent
Ah, c'est du trauma, on sait pas faire. Il faut envoyer vers des spécialistes du trauma. Et ça c'est le drame absolu, parce que tout psychiatre ou tout psychologue devrait être formé à prendre en charge des traumas. Oui. On a aussi des collègues qui disent partout que les psys ne savent pas prendre en charge les traumas. Hein, vous avez sûrement entendu ça à la télé ou à la radio. C'est faux. Il faut qu'on travaille là-dessus, mais tout psy devrait savoir prendre en charge une personne traumatisée. Et sinon, il faut qu'elle apprenne. Voilà. Au moins dans un accompagnement, bien sûr, c'est le travail de base.